134, parfait. Oui. Dont une dizaine, je crois aussi, une quinzaine, une douzaine de chez nous. Eh bien, je crois qu'il est 8h45 pour tenir le programme que nous étions fixés. On va commencer. Et puis ceux qui arriveront en cours prendront. Est-ce que tout le monde, d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait, Bruno. Parfait, Bruno. Oui, on Ok, t'entend. super. Eh bien, c'est parfait. Donc, merci à tous d'être présents. Cette année, nous avons un format un peu particulier. C'est une présentation que nous avons l'habitude de faire sous format de webinaire depuis plusieurs années avec le Conseil régional de l'Ordre Centre-Val de Loire. Pour des questions internes et d'absence de mes homologues sur la région Pays de Loire, cette année, nous avons pas des invités, mais nous avons uni les forces de la Loire entre le Centre-Val de Loire et les Pays de Loire pour faire une co-animation auprès des deux ordres. Et je vais tout de suite passer la main donc à Christelle Guillain, qui est élue du Conseil régional Centre-Val de Loire, pour une première introduction. Jean-Yves Lechevestrier, président du Conseil régional Pays de Loire, prendra la suite. Xavier de Beauvoir a une nouvelle à nous annoncer, qui est le directeur du développement commercial sur les Pays de Loire pour le groupe AG2R La Mondiale, interviendra. Et puis ensuite, eh bien, on commencera les hostilités. Voilà. Christelle, c'est à toi. Bien, merci beaucoup Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel, effectivement, avec l'Ordre de la région Centre-Val de Loire et notre partenaire historique, la Mondiale, que je remercie chaleureusement. Alors cette année, effectivement, on est ravis de se joindre à nos amis Pays de Loire pour cette réunion d'information. Alors, je ne vais pas être trop longue je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, je laisse la parole à Jean-Yves Lechevestrier, pardon, et puis à Bruno pour cette présentation de cette matinée consacrée donc à la loi de finances de sécurité sociale, où cette réunion devrait être riche d'informations. Voilà, merci à tous en tout cas pour cette invitation, pour ce partage également. C'est une première, mais peut-être à renouveler. Moi, j'en suis ravie. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci. Et pourquoi pas? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Christelle pour ton message. Eh bien, écoutez, oui, moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir à cette manifestation qui est le deuxième moment fort de ce début d'année. On a toujours la loi de finances dans le mois de janvier. Au mois de février, on a la loi de financement de la sécurité sociale qui intervient toujours dans un second temps. Et très heureux aussi d'y participer avec la région Centre-Val de Loire, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu d'attache avec cette région, parce que vous nous avez récupéré, vous nous avez piqué l'Indre-et-Loire. On vous en veut pas. Mais c'est vrai que nous aimons bien nos amis tourangeaux.
Et puis, toujours un grand plaisir de pouvoir organiser cette manifestation avec l'AG2R, la mondiale fidèle partenaire pour ce sujet. Moi non plus, je vais pas trop monopoliser la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi de financement. Je crois que vous êtes plus de 120 inscrits à cette manifestation, donc c'est très bien. J'en suis satisfait. On peut toujours faire mieux, mais c'est déjà bien. Et on sait qu'en cette période un peu plus chargée, c'est un peu difficile de se libérer ou d'avoir du temps. Donc, encore merci et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et que je suis confiant avec ce que va nous annoncer Xavier sur des nouvelles, je crois que sur l'organisation de l'AG2R la mondiale, et puis Bruno pour nous présenter cette PLF. Merci à toutes, bonne journée et bon séminaire. Merci Jean-Yves. Belle transition, Xavier, pour toi. Oui, c'est très, très gentil. Je l'ai annoncé hier soir à Jean-Yves, donc je vais pouvoir le dire à tout le monde ce matin. Effectivement, nous étions en défaut de collaborateurs pour accompagner les experts comptables sur le pôle Pays de la Loire. Et j'ai la bonne nouvelle ce matin de vous annoncer que nous avons un nouveau collaborateur en charge du développement des liens avec la profession expert comptable. Et donc, c'est Monsieur David Boudon qui est dans l'équipe de Saint-Nazaire qui va reprendre le flambeau et qui sera à disposition des experts comptables et qui pourra venir développer toute l'actualité tout au long de l'année dans les cabinets. Donc voilà, c'est pour nous une bonne nouvelle de pouvoir avoir quelqu'un, un sachant, qui viendra vous voir les uns les autres et porter la bonne parole pour représenter le groupe. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Bruno, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Parfait. Eh ben, merci à tous. Donc, on va commencer. Alors, un petit point, d'organisation et technique. Évidemment, ayant partagé mon écran, je ne vois pas ce qui se passe. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le fil de conversation. Pauline, qui est aux manettes techniques, les recueillera et nous avons prévu un temps à la fin de l'animation pour répondre aux questions et pour échanger pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Par ailleurs, cette animation est enregistrée. Nous passerons aux secrétaires généraux des deux ordres régionaux le lien pour pouvoir y accéder. Et nous vous enverrons également la version PDF du côté conseil, donc qui est la parution consacrée à l'OLA de financement de sécurité sociale, et qui, comme ça, elle sera disponible également sous format PDF via vos sites, via les canaux de distribution que vous utilisez. Et enfin, pour ceux qui aiment le papier, chaque ordre pourra disposer d'une 50aine de plaquettes papier. Voilà. Et maintenant, on peut attaquer et rentrer directement et définitivement dans le sujet. Alors, le programme, trois grandes parties, une première partie concernant les mesures sur les contributions, puis sur les prestations, et enfin la troisième partie, des rappels de mesures antérieures, mais qui vont impacter cette année 2024. Bon, l'objectif, c'est de vous apporter un petit point sur la loi de financement de sécurité sociale, mesurer les impacts des mesures, et puis vous donner la capacité d'identifier pour certains sujets des clients prioritaires. Alors, la loi, comme vous le voyez, comporte 106 articles. On ne va pas traiter les 106 articles parce que nous pensons que nous n'avons pas légitimité pour le faire. Nous n'aborderons ici que les sujets pour lesquels nous avons une compétence, c'est-à-dire en lien direct avec la protection sociale. Voilà. Alors, article 13, le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Alors ça, c'est un vieux serpent de mer, je vais dire vieux parce qu'il date de la période pré-Covid. C'était inscrit dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 à effet de 2022. En fait, c'était une disposition qui était un préambule à la création du régime unique de retraite qui était prévu en 2020 par Emmanuel Macron et qui, cause de Covid, a été abandonné.
a été abandonné. En tout cas, a été reporté 2 fois et définitivement annulé. Donc l'abandon est entériné par l'article 3 de la loi que nous vous présentons aujourd'hui pour 2024. Donc les institutions de prévoyance, les institutions de retraite telles que AG2R La Mondiale pour sa partie collecte Agir Carco retrouvent toutes leurs compétences. Voilà. Donc ça, c'est un point important. 4 ans après, on revient à ce qui existait auparavant. Alors, je profite de parler des cotisations Agir Carco, puisqu'il y a un accord national interprofessionnel qui fait suite à la réforme des retraites, donc qui date d'octobre 2023, et qui supprime le fameux coefficient de solidarité. Vous savez, c'était quand on partait en retraite. Alors c'est évidemment pour les régimes alignés. Quand on prenait sa retraite pile à l'âge où on pouvait le prendre à taux plein, du régime général, on avait une retraite à taux plein. Mais les régimes Agir Carco, pour améliorer, enfin réduire les déficits, avaient créé ce fameux coefficient de solidarité qui était une diminution de 10% de la retraite pendant les 3 premières années de retraite. La bascule de 62 à 64 ans de l'âge de retraite a une incidence immédiate sur les comptes, puisque évidemment les cotisations vont continuer à rentrer pour les caisses Agir Carco et des sorties ne vont pas se faire entre 62 et 64 ans. Les analyses qui ont été faites par les caisses ont montré que cela permettait un gain, et donc il a été décidé d'annuler et de supprimer ce coefficient pour les retraites prenant effet au 1er décembre 2023. Donc, toutes celles qui sont liquidées depuis le 1er décembre n'ont plus cet abattement, et les retraites liquidées qui subissaient déjà cet abattement ne l'auront plus à partir du mois d'avril. Voilà, il fallait sans doute un peu plus de temps pour arrêter. Et évidemment, les coefficients majorants, ce coefficient de solidarité, si on continuait l'activité, avait aussi un effet vertueux d'apporter plus de droits. Ce coefficient majorant est supprimé lui aussi, évidemment. Donc on enlève le malus, mais on enlève aussi le bonus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce recouvrement. Alors, un dispositif de réduction des cotisations d'assurance maladie et d'allocation familiale qui est modifié. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Un petit rappel sur cette baisse des cotisations maladie qui a été créée suite à la suppression dans la loi de financement de sécurité sociale du CICE. Donc, c'était l'article 8 de cette loi de financement de sécurité sociale 2019. Et donc, ce CICE était de 6%. Alors, c'était un crédit d'impôt. Là, il s'agit d'une réduction de cotisation, on est bien d'accord. Et le crédit, le CICE n'embarquait pas non plus les mandataires sociaux. Donc, aujourd'hui, on a pour tous les salaires inférieurs à 2,5 SMIC une baisse de 13% à 7%, donc moins 6 points des cotisations maladie, et de 5,25 à 3,45% pour les cotisations d'allocation familiale. À partir de 2,5 SMIC, les cotisations maladie retrouvent, donc dès qu'on passe de SMIC à 1 euro, donc de mémoire ça doit être 52 000 et quelques euros, on revient à 13% et 3,5 SMIC pour les allocations familiales. Alors quelle est la nouveauté? En fait, face au risque d'augmentation forte du SMIC dans cette année, compte tenu de l'inflation encore existante, et au risque que cela pouvait engendrer de perte de volume de cotisation, les pouvoirs publics ont décidé de geler la valeur du SMIC au 31 décembre. Donc en fait, si le SMIC augmente, et donc mécaniquement l'assiette de l'assiette de cotisation réduite aurait pu s'étendre de 3, 4, 5%, eh bien ce ne sera pas le cas, puisqu'il a été décidé donc, que le SMIC retenu serait celui en vigueur au 31 décembre 2023. Voilà.
Je rappelle une chose, c'est que les mandataires sociaux sont exclus de ces dispositions. Donc, les mandataires sociaux, présidents et directeurs généraux de SAS, continuent de cotiser sur la totalité de leur salaire, quel que soit le montant de celui-ci, sur une base de 13% pour la cotisation maladie et 5,25 pour les allocations familiales. Alors, un petit rappel de ce que ça peut représenter. Voilà, sur un plafond de sécurité sociale entre 2023 et 2024. Donc voilà, hein, on a entre une situation sans les baisses et une situation avec la baisse, on a un delta de 3 600 €. Et sur une base de 2,5 SMIC, on a une incidence de 4 000 € de baisse de cotisation, qui sont, je rappelle, des cotisations patronales, hein, l'impact toucher les cotisations patronales. Voilà. Donc, la question qu'on peut être amené à se poser, c'est, encore une fois, le delta. On est souvent interpellé par vous-même et puis par nos amis avocats sur les intérêts financiers, les coûts des cotisations entre salariés et non salariés. Bon, on a ce document que vous voyez là. En orange, les cotisations des TNS et en vert, les cotisations des salariés. Il y a donc des modifications quand on a des salariés qui sont assujettis à ces cotisations-là. Il y a un écart qui est toujours très important, mais il est quand même nécessaire de se repencher sur les situations quand on a un mandataire social qui n'est pas concerné par ces baisses-là. Voilà. Donc le statut du dirigeant reste en 2024 une vraie question. Alors évidemment, au-delà de l'aspect purement de cotisation, il y a tous les autres aspects, que ce soit de gouvernance, de distribution de revenus, de coûts liés aux cessions. On a de fortes différences et une étude personnalisée doit absolument être faite pour apporter dans tous les cas de figure le meilleur conseil aux clients. Alors, on a une réforme de l'assiette des cotisations et des contributions pour les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles. Ça, c'est un des gros pavés avec un double objectif. Premier objectif, c'est celui qui est à droite, c'est d'abord de simplifier le calcul, puisqu'il y avait une particularité pour les TNS différente des salariés, c'est une double assiette de cotisation. Le deuxième objectif qui est inscrit, c'est de renforcer les cotisations retraite et maladie pour pouvoir apporter une amélioration de la retraite aux travailleurs indépendants. Voilà. Donc, on a ce double objectif qu'on va voir ensemble, avec un ajustement des barèmes des cotisations des caisses de retraite complémentaires notamment, une révision aussi à venir des cotisations des régimes de base, et puis ce qu'on pourrait appeler la double circularité des cotisations et de la CSG-CRDS, puisque vous savez en fait que pour les travailleurs indépendants, l'assiette de CSG, c'est le revenu auquel vient s'ajouter le cumul des cotisations sociales. Et donc, en fait, il faut connaître le montant des cotisations sociales pour connaître l'assiette de CSG-CRDS. Bon, c'est ça qui a été supprimé avec une unification sur une assiette qu'on pourrait appeler un super brut. Alors, ça se traduit comment? Sur ce tableau, par exemple, on a la rémunération à déclarer donc pour un gérant, donc là, un gérant majoritaire de 100 000 €, et on retrouve ici le revenu brut. Alors, je sais que certains d'entre vous appellent ça le revenu net, donc c'est qu'une question de sémantique, mais on a bien ce même revenu. Et puis, on a ici l'assiette de CSG de CRDS qui est de 127 000 €, donc qui embarque les cotisations sociales et la CSG et CRDS est bien payée sur l'ensemble. Voilà. Donc, c'est cette modification forte qui est en œuvre dans cette loi de financement de sécurité sociale. Si on a une vision pour voir la différence entre les salariés et les TNS, eh bien voilà ce qu'il en est. Donc,
en imaginant un revenu net à payer de 1 pass, donc 46 368, on se retrouve avec une assiette de cotisation sociale brute, donc en fait le salaire brut, de 58 000 €, donc ce qui porte d'ailleurs, ce qui est au-delà de 2,5 SMIC, raison pour laquelle vous voyez les 13%, et une assiette de cotisation, de contribution sociale de CSG-CRDS de 57 478, c'est-à-dire en fait 98,25% de cette assiette. Alors, ce n'est pas un abattement de 98,25, c'est un abattement de, on pourrait dire de 1,75 points, puisqu'on a une assiette de 98,25. Pour les TNS, c'est cette fameuse réintégration. Pour un même net à payer de 46 000, on a 48 000 d'assiettes de revenus. En revanche, on avait 64, près de 64 000 € de cotisation, d'assiettes de cotisation CSG-CRDS. Donc, c'est cette modification qui est au cœur du sujet. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit quand même, puisque on a un calcul qui va être assez complet en matière d'assiette de cotisation. Donc, après la réforme, pour un travailleur individuel, donc un entrepreneur individuel, l'assiette sera définie de la manière suivante. Donc, chiffre d'affaires, bien évidemment, donc le produit BIC-BNC, hors des plus-values à long terme, moins toutes les charges professionnelles, hors cotisations et contributions sociales, moins un abattement de 26%, donc abattement de 26% qui sera plafonné par le bas et par le haut, avec un décret un ou des décrets qui restent à paraître. Donc on n'a pas encore l'abattement, il ne pourra être inférieur à certains montants et supérieur à certains montants également. Et donc, ce nouveau calcul donne l'assiette de cotisation sociale et l'assiette de CSG-CRDS qui sera la même. Pour un gérant majoritaire, c'est à peu près la même chose, puisqu'on a les sommes, avantages, accessoires, donc les rémunérations des travailleurs indépendants prélevées au titre de l'exercice de leurs fonctions, auxquels viennent s'ajouter les dividendes et assimilés au-delà du 10% du capital social plus les comptes courants. Et là encore, moins un abattement de 26% avec les mêmes règles de plancher et de plafond que pour les entrepreneurs individuels. Donc voilà le calcul qui va désormais régir les cotisations des travailleurs indépendants. Alors, quel est le calendrier? Donc, la mise en œuvre se fait de la manière suivante. Pour les TNS non agricoles, ce calcul sera effectif au 1er janvier 2025. Et pour les exploitants agricoles, ce dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Voilà. Et par contre, tous les micro-entrepreneurs ne sont pas directement concernés par cette réforme, puisque vous savez qu'ils ont des taux forfaitaires. On va voir comment ils évoluent. Il est prévu une évolution, mais on n'a pas plus d'informations à ce stade. Alors, d'autres dispositions, un dispositif expérimental et dérogatoire qui est de moins en moins expérimental et de moins en moins dérogatoire, puisque il existe déjà depuis quelques années, et vous l'aviez, c'est d'ailleurs un dispositif et une demande que vous aviez portée via le Conseil national, à l'époque Conseil supérieur, puisque c'est la régularisation anticipée et existe depuis bientôt, maintenant 10 ans, puisque c'était la loi de financement de sécurité sociale pour 2014 qui l'avait intégré. Là, la nouveauté dans ce dispositif, c'est principalement la suppression des sanctions et des pénalités en cas de sous-estimation excessive. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous l'aviez voulu depuis longtemps. Donc, ça existe, c'est confirmé, c'est à nouveau confirmé cette année. Les pénalités sont supprimées également. Et écoutez, on attend puisque
normalement, et au plus tard 30 juin 2025, une analyse définitive sera présentée au Parlement, vraisemblablement pour adoption définitive. Donc on verra si la loi de financement pour sécurité sociale 2025 ou 2026 entérine ce qui commence maintenant à être quand même assez régulier et récurrent. Et enfin, un petit point quand même, la grosse nouveauté, c'est l'extension de cette expérimentation aux psychomotriciens. Donc, je ne sais pas quelle est la population de psychomotriciens en France, mais ils sont embarqués. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah, c'est logique, qu'il y a une certaine logique aussi, puisqu'on pourrait parler de contemporanéité des cotisations sociales, un peu comme c'est le cas maintenant de la contemporanéité du paiement de l'impôt avec le prélèvement à la source en vigueur depuis 2018. Ça a du sens aussi. Ça a du sens dans la mesure où la déclaration sociale des indépendants a disparu depuis 2 ou 3 ans. Là, vous êtes plus à même que moi de vous rappeler des dates et qu'on a une déclaration unifiée, qu'on pourrait parler de fiscalo-social. Donc, ça va dans la simplicité, ça va aussi dans la simplicité demandée par tout le monde récemment et pour laquelle on a entendu pas mal de battages. Voilà. Donc, on a une logique de se dire l'impôt, on le paye de manière rapide. Les cotisations sociales, ça doit être la même chose aussi. Voilà. Concernant les pédicures podologues qui sont en activité, ils peuvent continuer à renoncer au régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, donc les PAMC. Alors pourquoi? Puisque vous savez que les praticiens qui choisissent ce régime particulier de cotisation sociale, sur les revenus conventionnés, ont une cotisation maladie-maternité de 0,1%, dire pas grand-chose, et sur la partie de leurs revenus non conventionnés, une cotisation de 9,75. Pour ceux qui renonceraient, ils ont les cotisations régime général traditionnel, donc de non conventionnés, à 6,50. Il se trouve que les pédicures podologues tirent l'essentiel de leurs revenus d'actes qui sont non conventionnés. Donc, si les revenus non conventionnés sont vraiment importants, ils peuvent dire moi, je renonce au régime PAMC pour ne payer que 6,50 sur la totalité des revenus, y inclut les revenus conventionnés, plutôt que de n'avoir que très peu de revenus à 0,1 et beaucoup de revenus à 9,75. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui proroge ce droit d'option. Donc, il y a une logique à ça aussi. Et pour chacun, une étude qui est à faire pour tous les pédicures podologues que vous pouvez avoir en clientèle, savoir dans quel mode de cotisation sociale ils doivent être plutôt versés. Voilà. On arrive au terme de la première partie sur les cotisations sociales. On va avoir un volume un peu plus important sur les prestations sociales, puisqu'on va aborder les 3 grands points que sont la retraite, la prévoyance et la santé. Alors, première chose, le financement donc des régimes spéciaux de retraite est révisé. Vous le savez, donc c'était une volonté et ça a été mis en œuvre avec la réforme des retraites. Donc là, 5 régimes spéciaux sont supprimés depuis le 1er septembre 2023. Alors, vous avez bien évidemment en tête ce que l'on appelle la clause du grand-père. Et pour ces 5 régimes, c'est cette fameuse clause qui s'applique. Donc les régimes concernés sont le régime de la RATP, les industries gazières et électriques, la caisse des employés de notaire, les salariés de la Banque de France, ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, en fait, ce sont toutes les personnes qui sont embauchées depuis le 1er septembre 2023 qui vont bénéficier du régime général et non plus du régime spécifique. Toutes les personnes en poste au 1er septembre 2023, enfin au 31 août 2023,
continuent de bénéficier des anciens dispositifs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la clause du grand-père, parce que si vous avez quelqu'un qui a 25 ans, qui est rentré le 1er août 2023 à la RATP, bah, il y a des chances qu'il continue à bénéficier du dispositif tant qu'il reste à la RATP et jusqu'à sa retraite. Voilà, c'est la grosse différence entre le reste de la population, c'est-à-dire la plupart d'entre nous autour de cet écran, à qui on a dit désormais, c'est plus 62, mais ça va être 64, c'est plus 169 ou 170 trimestres en fonction de votre année de naissance, mais on va arriver beaucoup plus rapidement à 172. Donc voilà le dispositif. Alors, un accompagnement pour vous est à faire, j'allais dire, auprès de vos clients notaires qui sont un peu chahutés depuis 2023, notamment ceux qui font beaucoup d'immobilier, parce qu'ils vont devoir gérer des régimes de retraite différents pour leurs clercs et employés avec la CRPCEN qui change en cours d'année comme ça. Donc là, il y a peut-être une information à organiser, un accompagnement à faire qui aurait du sens et qui pourra apporter à ses clients une valeur ajoutée dans la gestion de leurs effectifs avec ces dispositions particulières. Voilà. Attention, on est sur un dispositif qui rentre en vigueur au 1er janvier 2025. Donc là encore, quelques calculs qui doivent se faire et qui doivent être source d'accompagnement. Alors, un petit rappel sur la réforme des retraites, parce qu'il y a quelques petits sujets qui sont traités dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2024 et qui sont en fait issus de la réforme des retraites. Donc, tout d'abord, les contraintes. Cette réforme, on en a parlé beaucoup l'année dernière. On a eu l'occasion, nous, de faire une animation dans chacun des départements de la région ordinale Centre-Val de Loire. Le sujet, bien évidemment, que tout le monde a retenu, c'est le report de l'âge à 64 ans. Un peu moins une accélération des trimestres à faire. Donc ça, c'était quelque chose qui était inscrit dans la loi de Marisol Touraine, puisque les 172 trimestres, ce n'est pas une nouveauté, mais concernaient les assurés sociaux nés à partir de 1973. Dans les faits aujourd'hui, cette durée de carrière s'applique à partir des assurés sociaux nés dès 1965. Donc une vraie accélération. Comme je vous l'ai dit, la fin des régimes spéciaux, enfin en tout cas de plusieurs régimes spéciaux, et puis un alignement des charges dans le cadre des ruptures conventionnelles. À côté de ça, des opportunités, il y en a plein. Des opportunités sur les carrières longues, des opportunités sur les rachats de trimestres, sur la retraite progressive, sur le cumul emploi-retraite, sur les majorations de trimestres pour éducation et pour les enfants. Donc les dispositifs là qui vont forcément concerner davantage vous, mesdames, les mamans, et puis la revalorisation du minimum contributif. Ce que l'on peut dire sur cette réforme des retraites, c'est que 30 ans après la première réforme, je ne parle pas de la réforme de 82 qui a abaissé l'âge de 65 à 60 ans, mais de la réforme de 93 qui était la première réforme de Simone Veil touchant au nombre d'années de revenus prises en compte, c'est véritablement la réforme la plus impactante, c'est la réforme la plus complète en termes de mesures d'accompagnement à la retraite. Et vous le voyez dans le pavé orange, il y a énormément de sujets et vraiment des sujets d'accompagnement forts. Alors, vous avez le tableau là. Voilà, désormais, dès les personnes nées en 1965, on a une durée de carrière à 172 trimestres et la génération 68 devra prendre sa retraite au plus tôt à l'âge de 64 ans, en tout cas pour l'âge légal de départ. Et puis,
en fonction des années de naissance, ben, vous avez l'accélération qui était assez rapide et immédiate, hein, puisque la loi à effet du 1er septembre concernait les personnes nées dès le 1er septembre. Donc, il n'y a pas eu de ronde d'observation. Certains clients qui avaient prévu leur retraite au mois d'octobre, ben, parce qu'ils étaient nés en octobre, ont dû décaler à fin janvier ou à février leur départ en retraite, hein. Donc, ça c'est vu. Voilà. Alors, dans les différents dispositifs, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle. Vous savez qu'au préalable, il y avait des traitements qui étaient sensiblement différents selon qu'on était dans une indemnité de mise à la retraite. Donc l'indemnité de mise à la retraite, c'est à l'initiative de l'employeur et elle ne peut se faire qu'à partir des 70 ans du salarié. Une indemnité de rupture conventionnelle, si le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, et puis l'indemnité de rupture conventionnelle, si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite. Donc on avait trois dispositifs différents. Dans le premier cas, il y avait une cotisation patronale de 50% due sur la totalité de cette indemnité. Alors, bien évidemment, comme il y avait une contribution, elle était exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et dans certaines limites d'impôt sur le revenu, et il n'y avait pas de forfait social. L'indemnité de rupture conventionnelle, ben, elle, il y avait, donc si le salarié ne pouvait pas bénéficier d'une pension, il y avait un forfait social de 20% sur la part exonérée des cotisations. Et donc, là encore, il y avait une certaine exonération de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d'IR dans certaines limites. Et enfin, l'indemnité de rupture conventionnelle, lorsque le salarié était en droit de bénéficier d'une retraite, elle était assujettie à cotisation sociale. En contrepartie, bien évidemment, il n'y avait pas de forfait social et cette indemnité pour les salariés était soumise à impôt sur le revenu. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir du 1er septembre? Pour l'indemnité de départ en retraite, eh bien, on a une contribution patronale de 30% sur la partie exonérée. Forcément, on a aussi une exonération et il n'y a pas de forfait social. Quand il n'y a pas de droit à retraite, eh bien, on a une contribution patronale de 30% sur la partie exonérée. Elle est exemptée de cotisations sociales. Il y a des exonérations également dans certaines limites que vous connaissez. Et puis, lorsqu'il y a départ en retraite, on a une contribution sur la partie qui est exonérée. Il y a une exonération dans certaines limites, pas de forfait social et c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Bon, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un alignement, on pourrait presque parler d'une flat tax sociale à 30% sur ces indemnités, quelles qu'elles soient. On a harmonisé le système. Quelles sont les conséquences? Ben, les conséquences, elles sont fortes puisque en fonction du report de l'âge de retraite, on va effectivement avoir des situations qui peuvent évoluer entre les personnes nées en 61 et puis les autres avec ce report de l'âge. Donc là, des différences de situations qui vont changer très rapidement. Et puis, on a un traitement social des indemnités donc, et de mise à la retraite qui a été uniformisé, ce que l'on voit. Donc, nécessité de faire des calculs assez précis, et puis nécessité aussi de revoir l'évaluation des passifs sociaux, non seulement des passifs sociaux liés aux indemnités de fin de carrière, mais aussi aux indemnités de licenciement, puisque on décale l'âge de retraite. Donc forcément, décalant l'âge de retraite, on va décaler l'ancienneté des salariés et décaler donc le coût de ces indemnités qui sont à verser. Voilà, donc le provisionnement est à revoir ou pas, mais en tout cas, le chiffrage du passif social dans les entreprises, lui, est à revoir. Et là, c'est un véritable sujet pour vos clients et puis, bien évidemment, de mission pour vos cabinets. Alors, en ce qui concerne le relèvement, quelles sont les conséquences? Ben voilà, c'est ce que je disais, hein, réévaluation du passif social suite à ce changement. L'objectif, c'est de pouvoir amortir une dette certaine à venir qui va nécessairement augmenter. Donc, de pouvoir, en chiffrant cela, ça permet aux dirigeants de pouvoir anticiper et de moins subir.
et puis après de mettre en œuvre ou pas mettre en œuvre les solutions. Et enfin, quels sont les bénéfices? Eh bien, c'est d'externaliser cette provision pour ceux qui souhaitent provisionner, puisque vous le savez, en interne, la provision n'est pas déductible. En externe, elle est déductible. Donc, les produits financiers assortis le sont également. Et enfin, ça a un impact aussi immédiat sur la valorisation de l'entreprise. J'ai en tête la remarque d'un chef d'entreprise qui a 61 ans cette année et qui va pas tarder à vendre, qui dit ouais, bah, de toute façon, ça sert à rien que je finance pour mes salariés parce que je partirai bien avant eux, donc c'est les successeurs qui s'en occupera. Ce à quoi je lui ai répondu qu'effectivement, c'était le successeur qui s'en occuperait, le successeur qui était connu puisque c'était un des salariés, mais en finançant, en chiffrant ce passif et en le finançant tout ou partie, bah, on réduisait le passif de l'entreprise et ça avait un intérêt dans la valorisation qu'il pourrait en percevoir dans les 18 mois. Ça a eu un petit écho, je ne vous le cache pas. Allez, on va la passer vite, celle-là de diapo, parce que la réforme des retraites adaptée pour Mayotte et Saint-Pierre-Miquelon, je ne suis pas sûr. Je connais quand même les experts comptables de la région Centre-Val de Loire. On n'en a jamais beaucoup parlé. J'imagine que sur Angers, Jean-Yves, c'est la même chose. Je vous laisserai découvrir, mais on va aller sur d'autres articles qui, je pense, nous concernent davantage. Et notamment le dispositif de retraite progressive. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du dispositif de retraite progressive dans l'article 96 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024? Tout simplement parce qu'une erreur de rédaction dans la dans la loi portant réforme des retraites, avait supprimé la retraite progressive des mandataires sociaux alors qu'elle avait été créée dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2022 et effective donc depuis 2022. Donc ça s'appliquait aux mandataires sociaux sans contrat de travail et aux salariés en forfait jour, c'est-à-dire un certain nombre de cadres. Et ben voilà, donc un petit oubli comme ça dont les rédacteurs de la loi de financement de sécurité sociale se sont rendus compte, ils ont décidé de le réintégrer. Alors, cette évolution et ce complément de retraite progressive, c'est véritablement quelque chose de très important. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet à aborder dans le cadre des transmissions d'entreprises et notamment des transmissions familiales. Parce qu'on sait bien dans les transmissions qui ne sont pas des transmissions familiales que l'accompagnement qui pouvait être prévu sur 6 mois, 8 mois, 1 an, dépasse rarement les 3 mois parce que les points de vue ne sont pas les mêmes entre le cédant et le repreneur et ça peut parfois finir mal. Nous avons tous des exemples. En revanche, dans les transmissions familiales, l'accompagnant du parent cédant pour les enfants repreneurs peut prendre un certain temps et ce dispositif de retraite progressive est particulièrement souple. Alors, il y en a un autre, c'est le cumul emploi-retraite, mais il y a toujours le cumul emploi-retraite libéralisé qui génère des droits, mais les droits sont plafonnés. Il y a le cumul emploi-retraite traditionnel, qu'on appelait Fillon, pour le cumul emploi-retraite, par exemple, départ carrière longue, avec les contraintes qui sont les mêmes, qui n'ont pas été revues. Et du coup, on a cette retraite progressive qui est beaucoup plus souple. On va voir comment est-ce qu'elle s'adapte. Et surtout, le lien peut être fait avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les cotisations sociales entre salariés et TNS, puisque on va pouvoir traiter le cas, j'allais dire le sort du parent cédant sur la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, en fait avoir une véritable stratégie de fin de carrière et d'accompagnement de l'enfant repreneur, et dans le même temps, travailler sur le statut social de l'enfant repreneur, à savoir le statut de salarié, assimilé salarié ou TNS, en fonction de l'organisation qu'on veut avoir. On peut très bien avoir un enfant qui reste salarié et puis un passage qui se fera d'un coup. On peut très bien avoir un enfant qui devienne mandataire social avec le parent pour pouvoir
faire une passation de pouvoir en douceur sur plusieurs années et avoir une réflexion sur les coûts, et avoir aussi un enfant qui va être mandataire avec un statut non salarié, et tout le monde pourrait avoir un statut non salarié. Voilà. Il n'y a pas de vérité. Il y a des objectifs, des besoins, des situations différentes, des coûts qui sont différents. Et là, on a une vraie valeur ajoutée à apporter ensemble sur l'organisation de la transmission et les budgets sociaux liés à cette transmission. J'ai plusieurs de vos confrères, peut-être certains qui sont là d'ailleurs, avec lesquels on a des échanges et des discussions pour des cas concrets qui sont réalisés. Et on se rend compte qu'on apporte vraiment dans ces études-là du conseil à très forte valeur ajoutée pour les dirigeants, qu'ils soient cédants ou repreneurs. Je ne vous parle même pas des dispositions juridiques qui peuvent accompagner, telles qu'un pacte du Treil, dont on a aussi parlé en 2023 et qui présente encore de belles choses, même si il peut être un petit peu restreint depuis quelque temps. Alors, la retraite progressive, deux conditions, et c'est là où je disais qu'elles sont plus souples. Première, c'est 150 trimestres minimum, tout régime confondu. Et le deuxième, c'est ouvert 2 ans avant, au maximum, 2 ans avant le départ de l'âge légal. C'est-à-dire que pour un assuré qui est né en 1967 et qui commence à réfléchir à la transmission à ses enfants, eh bien, il pourra, lui, commencer, son âge légal est de 63 ans et 9 mois, et il pourra donc engager un dispositif de retraite progressive à 61 ans et 9 mois. Et le cumul emploi-retraite répond à d'autres critères, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, carrière longue, il faut davantage de trimestres, et on va se retrouver dans un cumul emploi-retraite plafonné avec des contraintes qui n'existent pas dans le dispositif de carrière longue. La particularité, enfin, du dispositif retraite progressive, c'est qu'on va liquider une première retraite avec éventuellement des pénalités, puisque si on n'a pas la carrière pleine, on va avoir une décote, mais on va continuer de cotiser sur l'assiette de revenus que l'on perçoit. Et ensuite, en fait, un deuxième calcul définitif de retraite est fait. Donc là où on va agréger les droits passés et les nouveaux droits pour calculer une nouvelle retraite avec, s'il faut, davantage de trimestres, les bonifications, les majorations, des points de retraite en plus, etc. Donc c'est vraiment le seul cas où on va retraiter complètement la retraite, parce que dans le cumul emploi-retraite, la retraite qui est versée est définitive et on viendra simplement ajouter des droits qui sont plafonnés à la retraite précédente. Donc, on ne recalcule pas la retraite. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que cette situation est particulièrement intéressante. Et qui est embarqué aujourd'hui? C'est simple, tout le monde est embarqué. Les salariés avec une durée de travail définie en heures, les salariés en forfait jour, les non-salariés, les mandataires sociaux et assimilés, la fonction publique, les TNS relevant de la SSI, MSA, CNAVPL, et ainsi que les avocats. Donc, j'allais dire, même vous, en tant que TNS expert comptable, si le sujet venait à vous chatouiller, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Donc, c'est un vrai dispositif, et voilà. Donc, l'article réintroduisant les mandataires sociaux nous a fait intervenir un peu plus profondément sur ce sujet, mais qui est vraiment justifié aujourd'hui. Les conditions, bon voilà, hein, on doit pour les non-salariés et les assimilés salariés donc conserver entre 40 et 80% des revenus professionnels, et le montant de la pension, c'est la différence entre 100% et ce que l'on garde. Donc si on a 80% des revenus professionnels maintenus, eh bien on aura 20% de la pension. Voilà. Et si c'est du 50, c'est 50-50, c'est très simple. Pour les salariés, on est sur du temps de travail, même chose,
quotité minimale à conserver 40%, quotité maximale 80%, et puis eh bien, la différence de retraite sera comprise entre 20 et 60% de la pension totale, donc de la pension avec, avec pénalité si on n'a pas l'âge de partir, et ensuite tout sera recalculé. Voilà deux exemples. Vous voyez, pour un salarié cadre qui a un salaire brut de 50 000 € et qui décide de passer à 80%, donc d'avoir un jour off, eh bien, entre le montant de la retraite à percevoir et le salaire qui continuera à être perçu, pour 20% de baisse d'activité, il y a 8% de baisse de revenus, ce qui est assez intéressant. Et puis, pour un TNS, de mémoire, c'était le calcul d'une infirmière libérale que vous avez sous les yeux. On a 50%, pardon, donc de 6 000 € de revenus, elle passe à 3 000 €, mais avec 50% de baisse d'activité, elle a une perte de revenus de 33%. Donc, c'est véritablement amorti. Ça peut être très intéressant. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut retenir systématiquement, mais justement, comme ce n'est pas systématique, ça a véritablement du sens. Je rajoute qu'il n'y a pas de durée maxi à une retraite progressive. Un TNS qui décide de se dire bah, tiens, je lève le pied parce que je suis un peu fatigué, j'aime mon job, mais je lève le pied pour souffler un peu. S'il a envie de faire ça de 62 ans à 70 ans, pendant 8 ans, ça ne pose aucun problème, il peut le faire. Donc le recalcul sera fait à 70 ans, mais il n'y a aucun problème pour durer le temps qu'on veut. Ça aussi, c'est un élément qui est particulièrement intéressant et attractif. Donc voilà pour les salariés. Dernier point qui n'est pas neutre, c'est qu'il y avait une petite incohérence puisque ce dispositif était éligible, vous l'avez bien compris, 2 ans avant l'âge de départ en retraite. Alors, sauf que si on se réveille et qu'on demande 2 ans avant l'âge de départ, on n'aura pas sa retraite tout de suite, le temps que le dossier soit traité par nos amis des URSSAF. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité d'anticiper et quelques mois avant pour dire je vais demander une retraite progressive à partir de l'âge de 2 ans avant l'âge de départ en retraite, et donc on va pouvoir intervenir avant. C'est assez c'est logique et c'est normal. Il y avait une petite incohérence qui existait et qui est supprimée aussi par un dispositif de simplification du régime. Voilà. Le paragraphe retraite est clôturé. Passons à la prévoyance, avec notamment un délai de carence qui est supprimé pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'interruption médicale de grossesse. Donc il y a une loi de 2023 qui favorise, donc qui développe l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage courant, dans le langage commun, une fausse couche. Donc là, il y a cette possibilité d'arrêt de travail qui se fait désormais sans délai de carence, et l'extension a été faite aussi pour une indemnisation en cas d'interruption médicale. Voilà, donc ça c'est important. Attention toutefois, donc les dispositions sont sont applicables aux arrêts de travail qui se fera par décret donc très prochainement, mais au plus tard le 1er juillet 2024. Donc on est toujours en attente du dispositif, mais au plus tard ce sera valable le 1er juillet 2024. Désormais, le nombre de jours qui peut être pris et prescrit dans le cadre de la téléconsultation est limité. Donc, il est limité à 3 jours. Donc, la téléconsultation, qu'il s'agisse d'un nouvel arrêt ou d'un renouvellement, la téléconsultation ne permet pas d'aller au-delà de 3 jours.
Donc ça, c'est un point, voilà, une borne qui a été mise et il est précisé, vous voyez, que cette prescription ne pourra donner lieu au versement d'indemnités journalières que s'il y a bien un véritable échange oral en vidéotransmission ou téléphonique entre le prescripteur et le patient. Donc il y a un contrôle qui est à faire. Je ne sais pas comment on va pouvoir prouver un échange oral en vidéo, en visio, en téléphone ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on va retenir les fadettes? Mais en tout état de cause, voilà, il s'est plafonné désormais à 3 jours. Santé, 3 articles qui présentent la santé. Alors tout d'abord, les règles d'accès à la complémentaire santé solidaire, ce qu'on appelle dans le jargon la C2S, donc qui sont assouplies. Alors, il faut un petit lexique. Donc, les 2 dernières lois de financement de sécurité sociale avaient simplifié effectivement cet accès aux bénéficiaires du RSA et de l'ASPA. Alors, l'ASPA, de mémoire, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc, l'article 45 continue cet effort d'assouplissement et le prévoit pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, de l'allocation solidarité spécifique, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de contrat engagement jeune, de l'instauration d'une présomption du droit à cette cotisation sous réserve d'une participation financière. Voilà. Et donc, elle va rentrer en vigueur de manière progressive et échelonnée entre juillet 2024 et juillet 2026, selon les bénéficiaires des allocations que vous voyez ci-dessous. Voilà. Donc, un petit point technique concernant cette complémentaire santé solidaire. L'expérimentation, une nouvelle expérimentation qui était en cours et qui est réussie du parcours de soins coordonnés renforcés, donc qui désormais va s'inscrire dans le droit commun. Donc, la loi de financement de sécurité sociale pour 2018 avait introduit donc la possibilité d'expérimenter des nouvelles solutions d'organisation pour améliorer les conditions de travail en équipe, les réseaux, etc. Donc, c'était ce fameux parcours de soins. Et donc là, on sort du cadre expérimental et désormais, c'est entériné. Le parcours de soins coordonnés renforcé est bien en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Un dispositif qui change légèrement, c'est l'allocation journalière de proches aidants. Alors, vous savez que ça, c'est une des grosses nouveautés aussi du dispositif, hein, de tous les dispositifs pour l'aide pour les aidants, outre la création d'une allocation vieillesse pour aidants qui entre en plus dans le cadre des carrières longues. Donc, quelqu'un qui aurait réduit son activité professionnelle pour aider un proche en situation de handicap, peut présenter cette assurance vieillesse et qui sera acceptée dans le cadre d'un départ carrière longue. Donc, c'est quand même particulièrement important. Et donc là, on a comment dire, un droit qui se recharge avec une durée d'indemnisation qui passe à 66 jours par proche aidé. Voilà, donc là, les décrets ne sont pas encore passés. L'entrée en vigueur doit se faire dans le courant de l'année ou au plus tard au 1er janvier 2025. On attend le retour d'information là-dessus. Dernière partie, les mesures antérieures qui peuvent impacter. Donc, on va refaire un point sur les conjoints collaborateurs et puis 2 petits dispositifs complémentaires. Gros point, le conjoint collaborateur. Donc, vous le savez, depuis la loi de financement de sécurité sociale pour 2022, ce statut de conjoint collaborateur est plafonné à 5 ans sur une carrière complète. Alors, il y a quelques adaptations, notamment pour les anciens, mais voilà ce qui ressort. Donc, première chose, c'est que l'obligation
de conjoints collaborateurs cotisants, puisque le conjoint collaborateur, c'est un dispositif qui existe depuis bien longtemps, mais la cotisation du conjoint au titre de conjoint collaborateur avec différentes assiettes a été introduit en 2006, suite à la promulgation d'une loi de 2005 pour les PME. Et donc ce dispositif a été revu en 2022, avec toutefois un accompagnement particulier pour les personnes qui sont proches d'un départ en retraite. Outre le fait que le conjoint collaborateur peut être un conjoint marié, un conjoint pacsé, mais également un conjoint concubin, en fait. Je rappelle simplement aussi que les réversions dans les régimes ne se font que pour les personnes mariées, c'est-à-dire les conjoints. Les partenaires de Pacs ou les concubins, a fortiori, ne sont pas concernés. En revanche, pour le calcul du statut de conjoint collaborateur, qu'on soit marié, pacsé ou sans lien particulier en dehors du concubinage, le statut s'applique. C'est une petite différence entre les prestations et les cotisations, mais ça va dans le bon sens aussi de la couverture, du conjoint et de la personne qui travaille avec l'exploitant. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de dossiers qui étaient antérieurs à 2022. Depuis, il y en a un petit peu moins. Et en fait, les personnes qui prennent leur retraite dans les 10 ans après 2022 ne sont pas concernées, puisqu'il y a une prolongation de ce dispositif pour qu'on n'oblige pas les personnes à qui il reste 2-3 ans de carrière de devoir changer au dernier moment. D'accord ? Donc ça, c'est un point particulier qui n'est pas reçu par ce dispositif, en dehors de l'extension aux concubins. Donc, on a cette situation. À défaut, là encore, une identification des clients est nécessaire pour pouvoir se dire et savoir ce que l'on va faire, parce que si le conjoint dépasse les 5 ans, par défaut, les organismes les considéreront comme salariés. Est-ce que c'est le meilleur statut? Est-ce que c'est pas le meilleur statut? Qu'est-ce qu'il en est des solutions? Ça peut être très intéressant si on a un salarié qui travaille véritablement à temps partiel, qui va pouvoir bénéficier des ACDIC, ou si on a quelqu'un qui est là quasiment à temps plein. Donc la réflexion va être différente dans le choix. Donc là, il y a véritablement une étude à faire et à pointer les conjoints collaborateurs qui approchent de la date limite fatidique des 5 ans. Donc un petit rappel sur les formes. Donc on a ici les 5 options, 3 options sans partage, donc qui sont celles qui vont apporter le plus de revenus aux conjoints collaborateurs, sans pénaliser non plus l'exploitant, puisqu'on ne lui enlève pas d'assiette de cotisation, mais c'est évidemment la plus chère. 2 options avec partage, donc, qui vont permettre d'améliorer également les droits du conjoint, mais potentiellement réduire et parfois réduire fortement le calcul de la retraite, voire le calcul des indemnités journalières pour l'exploitant, notamment si le partage vient le faire passer en dessous du seuil du plafond annuel de sécurité sociale. Pour les gérants majoritaires, on a les 3 premières options. Et enfin, pour les professionnels libéraux, vous avez les dispositifs avec un quart du revenu, la moitié du revenu ou une assiette de 45,5% du plafond annuel de sécurité sociale. Ça aurait été trop simple d'avoir les mêmes dispositifs. Et puis, les revenus partagés, donc c'est un quart du revenu ou la moitié du revenu. Il y a cette petite différence. Donc, on a véritablement là un vrai sujet et de se dire où est-ce qu'il en est. Il faut pouvoir identifier les clients et conduire les études. Parce que, comme je vous le disais, on a des situations
salariés, non salariés, quel impact, quelle enveloppe, quel revenu immédiat pour le couple, quels sont les revenus de remplacement pour l'un, pour l'autre, les affiliations éventuelles à des dispositions de convention collective si on est salarié, les revenus différés, les impacts en matière de retraite pour l'un, pour l'autre. Il y a vraiment beaucoup de points à prendre en compte et c'est véritablement à travailler. Si on prend un exemple on vous donne ici, un cas pratique, donc une boulangerie, monsieur est boulanger avec un BIC de 50 000 euros, madame est conjoint collaborateur avec un tiers du pass sans partage, donc c'est ce qui est le plus intéressant en termes de protection sociale, mais c'est ce qui est le plus cher aussi. Madame travaille effectivement à temps partiel, fait de la vente et de l'administratif. Nouveau statut, salarié à temps partiel avec un salaire annuel brut de 12 000 euros par an. En supposant donc qu'elle bénéficie effectivement des différents abattements, on se rend compte de quoi? Ben, que pour une enveloppe équivalente, le fait d'être salarié va améliorer le revenu net disponible du ménage, donc de 1 700 euros. Alors, on n'est pas loin quand même de 150 euros par mois. En revanche, la retraite de l'exploitant va être diminuée de 700 euros par an. Et globalement, les droits vont être légèrement réduits aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche le revenu immédiat? Est-ce qu'on recherche le revenu différé et on va pouvoir avoir véritablement des impacts? Vous voyez, aujourd'hui, le seul point, c'est le décès du conjoint qui est majoré. Mais sinon, il va y avoir de légères baisses et de légères pertes. Donc, en matière de retraite pour le couple ou pour les droits de chacun. Donc là, il y a un vrai calcul qui est à faire et un accompagnement qui est à conduire aussi. Alors, la compétence des URSSAF est élargie pour les corrections des DSN à compter du 1er janvier 2024 et cette mise en œuvre nécessite, comme vous le voyez, un décret du Conseil d'État qui n'est pas encore paru. En tout cas, je n'ai pas vu l'info, donc on va aller assez vite. Possibilité donc pour les URSSAF de corriger les DSN. Donc ça va concerner les URSSAF, les centres de gestion de sécurité sociale et la MSA, en l'absence de correction par le déclarant et en tenant compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires de ces données. Voilà, donc possibilité de faire une DSN corrigée unique. Donc c'était une possibilité pour certains destinataires, et notamment Agirc Arrco. Aujourd'hui, c'est étendu aux URSSAF, mais on attend le décret de parution et d'entrée en vigueur de ce dispositif. Le dispositif des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, donc notamment pour les employeurs agricoles et prolongé, puisque vous savez donc qu'il y a un mécanisme d'exonération pour ces travailleurs particuliers dans le domaine agricole. Donc normalement, donc les exploitants agricoles ont bénéficié depuis le 1er janvier 2021. L'exonération a été repoussée jusqu'au 1er janvier 2023. Elle a été encore renouvelée. Et bien là encore, on a un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2025. La suppression est reportée en 2026. On verra ce qui se passe d'ici là. On est sur 2 années. Est-ce que les exploitants agricoles bénéficieront bien de la réduction générale des cotisations patronales ou pas? Il semblerait que ça fasse partie des points de discussion entre les fédérations agricoles, les fédérations syndicales agricoles et le Premier ministre, je crois même en ce moment, puisqu'il y a des échanges et des questions, si c'est aujourd'hui, ce serait demain. Voilà, donc ça va faire partie des évolutions à prendre en compte. Voilà, écoutez, la première bonne nouvelle du jour, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je vais terminer de cette présentation
On avait prévu un peu large pour justement pouvoir échanger. Je vais sortir du support. Je vous remercie de votre attention et on va pouvoir échanger s'il y a des questions particulières. Pauline, je te laisse me dire ce qu'il en est. Alors, on n'a pas de questions particulières. J'ai eu plusieurs personnes à me demander le support pendant ta présentation. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer dans le fil de conversation et Bruno pourra y répondre. Au pire, est-ce que techniquement, Pauline, tu as la capacité à réouvrir tous les micros? Est-ce que ça existe ou pas? Alors, attends, je vais essayer, mais je ne suis pas certaine que je puisse le faire. Moi, je sais que je ne peux pas. Bon, ça n'a pas l'air d'être possible. Tout le monde, du coup. Ok. Bon, alors pour ceux pour ceux d'entre vous qui pendant l'animation ont demandé si vous allez bénéficier du support, oui, il est prévu d'envoyer ce support au secrétaire généraux des ordres. Donc c'est pour pardon. Pour Pays de Loire, c'est Zélie Vaillant-Piette qui le recevra. Pour Centre-Val de Loire, c'est Florence Jambu. Le support a fait également l'objet d'une captation. Donc, on va envoyer le lien à ces mêmes personnes. Vous allez recevoir, enfin, non, les ordres ont déjà reçu le côté conseil. Donc, c'est je ne sais pas si vous voyez là, non, bah, vous ne voyez pas, c'est la version numérique. On va en fournir aussi en version papier au siège des ordres pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Toutes les équipes locales des collaborateurs en ont reçu aussi pour vous les remettre si certains d'entre vous les souhaitent. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on reviendra aussi vers vous pour savoir si vous avez des souhaits particuliers, des besoins de duplication dans vos cabinets, des informations complémentaires. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être restés. Je crois qu'on a frisé la centaine de participants sur les 120 inscrits. Bravo. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une belle semaine, un peu de teasing. Traditionnellement, sur le conseil régional Centre-Val de Loire, nous faisons fin avril, début mai, une intervention sur le PER et les déclarations fiscales. La date n'est pas encore arrêtée, mais les échanges avec l'ordre Centre-Val de Loire font que je peux vous annoncer déjà que cette animation se fera. Voilà. Merci beaucoup. Excellente journée et à très bientôt donc. Au revoir. Au revoir, Bruno. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Au revoir à tous.